le partenariat avec la FASTA concernait deux axes. Le premier axe, c'est la question de la salinité et ce second axe, c'est la qualité physico-chimique des eaux d'irrigation et les mesures de gestion de cette qualité physico-chimique. L'axe qui a été identifié comme axe important à présenter en lien avec les questions de production et de productivité, c'est l'axe lié à la gestion de la salinité. Donc, nous sommes avec le professeur Antonio qui a suivi particulièrement ce travail-là. Et nous allons lui laisser la parole pour nous présenter un peu le travail qui a été fait. On m'appelle Christophe Gandonou. Je suis le directeur du laboratoire de physiologie végétale et d'études des stress environnementaux. Donc c'est notre équipe qui a travaillé sur les questions liées à la salinité, à sa gestion, dans le cadre du PADMA. Pour ce que nous avons fait, je crois que c'est ça qui est le plus important. Le premier point qui était de loin le plus important était de connaître le statut salin des eaux qui sont utilisées pour l'irrigation dans la zone d'intervention du projet. Et ce travail, nous l'avons fait. Évidemment, ça n'a pas toujours été simple, mais nous l'avons fait. Et au niveau de la salinité, nous avons caractérisé les eaux qui sont utilisées pour l'irrigation dans la zone d'intervention du projet. Alors ce travail nous a permis de faire une typologie des sources d'eau qui sont utilisées et de comparer les caractéristiques en termes de salinité de ces eaux en saison pluvieuse et en saison sèche. Alors il faut dire que j'étais déjà intervenu lors de la conception du projet. Donc ces aspects-là, c'est moi-même qui les avais intégrés au moment où l'enquête préliminaire au projet avait été faite. Donc c'est moi-même qui avais dit qu'il fallait faire distinguer la saison pluvieuse de la saison sèche, compte tenu de la nature même de la question de la salinité des eaux. Donc ça a été pris en compte, nous avons fait cette évaluation. Et en termes des résultats, grosso modo, les résultats sont au niveau du PADMA, puisque nous avons déjà déposé le rapport final. Nous avons même fait en sorte de faire un rapport global où il y a tous les éléments. Alors, lorsque nous faisons le point, on se rend compte que dans la zone d'intervention du projet, sur la base des seuils qui sont définis dans la littérature par rapport aux plantes, nous avons pu trouver qu'il y a des zones qui sont à des niveaux de salinité que, disons, qu'on qualifie de grave. C'est-à-dire, on a dépassé la limite supérieure dans certaines zones, y compris en saison pluvieuse. C'est-à-dire qu'il y a des zones, même en saison pluvieuse, la salinité des eaux dépasse le niveau extrême de salinité. Évidemment, nous avons constaté que toujours en saison pluvieuse, il y a des zones qui sont dans des intervalles de salinité, disons, de gravité moyenne. Évidemment, on peut dire que la plupart des zones
en saison pluvieuse n'ont pas de problème de salinité. C'est-à-dire que la majorité des zones est en dessous du seuil. Lorsqu'on vient en saison sèche, et je fais la différence à dessin, c'est qu'il y a des zones qui n'ont aucun problème de salinité en saison pluvieuse, et ces zones-là deviennent des zones à problème moyen parfois. Bon, les zones qui n'ont pas de problème passent à des niveaux moyens lorsqu'on est dans la saison sèche, pour certaines zones. D'autres zones qui sont à niveau de salinité, disons, faible à moyen, passent dans des zones de salinité grave lorsqu'on passe à la saison sèche. C'est pour dire qu'il y a une grande différence entre la salinité des eaux et ou bien la typologie des zones en fonction de la saison. Et des zones où les problèmes les plus importants se sont posés, on les a identifiés. C'est principalement les communes de Grand Popo et de Ouida. Évidemment, ce n'est pas tous les sites, certains sites. Donc, on prend les communes d'une façon générale. Et là où on a les problèmes moyens, c'est les communes de Cotonou et de Sévenpodi. Mais ce que nous avons eu aussi, qui est, bon, enfin pas curieux, mais il fallait faire avant de savoir, c'est qu'il y a des zones qui sont très loin de la zone côtière et qui ont pourtant des problèmes de salinité. Parfois graves. Enfin, parfois pas graves, parfois élevés. Et la zone qui a le plus attiré notre attention, c'est un village de Djidja Goubeya. Ça m'a paru tellement bizarre parce que c'est un cours d'eau. C'est un cours d'eau qui circule. Et ils prennent l'eau pour faire l'irrigation. Et quand on est allé là-bas en saison sèche, on a constaté un niveau élevé de salinité qui nous a vraiment inquiétés. Parce qu'on n'a pas compris. Bon, finalement, quand j'ai cherché à comprendre, j'ai compris que pendant cette saison, toutes les eaux qui sont utilisées dans la région nord, avec les fertilisants, tout ça, ça descend. Et c'est lors de leur descente que les sels s'accumulent dans l'eau. Donc c'est pour dire grosso modo que les problèmes de salinité existent, mais ne sont pas uniquement cantonnés à la zone côtière, comme si on pouvait l'imaginer théoriquement. J'ai participé à la conception. Donc l'idée première, c'était de faire un suivi, au moins sur 4 ans, pour voir la dynamique de la salinité. Nous n'avons pas pu le faire compte tenu de diverses contraintes. Mais je voudrais insister dessus, j'en ai toujours parlé au RCL. Parce que si on ne fait pas ça, c'est qu'il y a un gros manque qu'on perd. Parce que dans le temps, il faut voir est-ce que les données qu'on a eues au début sont figées dans le temps ou bien en fonction des conditions climatiques, de tout ce que nous avons par rapport à la variabilité. Quel est le niveau de variabilité que ces paramètres-là peuvent subir au cours du temps. Donc, lorsqu'un projet finit, il y a toujours une possibilité d'un autre projet ou je ne sais pas quoi, mais je dis ça parce que si on ne le fait pas, on aura perdu beaucoup. Parce qu'on a déjà fait l'association de référence. Il faut forcément, à un moment donné, on peut choisir une année seulement et faire, mais c'est important de savoir comment ça évolue dans le temps. C'est extrêmement important. Évidemment, le résultat, globalement, c'est que quand on prend chaque spéculation, on y retrouve des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. En fait, pour le PADMA, c'est que, et pour chaque spéculation, nous avons, dans le rapport que nous avons déposé, nous avons fait un tableau où on a classé pour chaque spéculation les variétés résistantes et les variétés moyennement résistantes. Évidemment, celles qui ne sont pas classées sont forcément les plus sensibles. Il aurait été intéressant qu'on aille sur certains aspects de rendement, surtout pour les cultures qui produisent des fruits. Pour les cultures à feuilles, il n'y a pas de problème, c'est qu'on a fait prendre en compte ça. Parce qu'on a fait la biomasse et tout ça là. Mais pour les cultures à fruits, même si la biomasse peut déjà rendre compte du niveau de résistance, puisque c'est ça qui détermine la production, c'est toujours bon de faire un travail spécifique sur le rendement. Nous n'avons pas pu faire ça, on avait prévu ça,
il y a 2 ans, on a insisté, mais finalement, on n'a pas pu faire. Donc, c'est un peu une petite limite du travail. Ça aurait pu nous apporter des informations complémentaires. Même si nous, dans le cadre de moi, mes activités de recherche ici, on a abordé ça dans la mesure de nos capacités, parce que ça a un coût. Et si c'est nous-mêmes qui devons financer, c'est impossible pour nous de faire ça comme on aurait dû le faire. Donc, par exemple, que ce soit chez la tomate ou chez le piment, pour les travaux que nous-mêmes nous avons fait pour compléter un peu ce que le PADMA a fait, nous n'avons pas pu le faire sur toutes les variétés. Nous avons pu démontrer que, et j'ai eu l'occasion de le présenter à des formations du PADMA, que la salinité réduit également la taille des fruits, le nombre de fruits, donc automatiquement le rendement. Et nous avons abordé également les questions de qualité nutritionnelle. C'est pour ça que je parlais de madame, je sais qu'on en a beaucoup discuté. Parce que nous avons également pu démontrer, au moins sur 3 spéculations, nous avons des travaux de 3 spéculations qui attendent au laboratoire depuis plus d'1 an parce que je n'ai pas les moyens de payer, c'est cher, les analyses là. Ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, on paye des labos qui nous font ça. Donc j'ai le chayo, le crin-crin et le bauman depuis près d'1 an pour analyser l'effet du sel sur la qualité nutritionnelle des feuilles chez ces 3 spéculations. Nous l'avons déjà fait pour l'amarante, pour la tomate et pour le piment. Et pour résumer, globalement, c'est une amélioration de la qualité nutritionnelle. Le piment devient plus piquant, la tomate devient plus rouge et plus riche en vitamines. L'amarante devient plus riche en vitamines. Alors, parallèlement donc, à ces travaux, nous avons également abordé un 3e volet, puisque le problème de salinité se pose et qu'il y a des variétés, bon, évidemment, qui sont plus ou moins sensibles. Comment les producteurs s'adaptent pour limiter les dégâts? Parce que, je suis obligé de faire une petite parenthèse, vous savez, souvent on n'a pas la chance que les variétés qui sont les plus appréciées, et par les producteurs, et par les consommateurs, soient les variétés les plus résistantes. Souvent, c'est dans les sensibles que vous retrouvez les variétés qui sont les plus appréciées, quand ce n'est pas des variétés autochtones. Ce qui veut dire que, je prends par exemple le cas de Boma. Quand on prend le Boma, tous les producteurs cherchent à cultiver Kwema. C'est Kwema que tout le monde cherche à produire, surtout dans la zone côtière, c'est-à-dire dans notre zone ici. C'est Kwema. Mais Kwema est le plus sensible à la salinité de tout ce que nous avons exploré. Ça veut dire que si Kwema est apprécié par les producteurs et que Kwema est le plus sensible, il faut bien qu'ils aient des stratégies pour continuer de cultiver Kwema sans perdre trop de leur production. Et donc c'est ce qui nous a amené, c'est vrai pour Kwema, mais c'est vrai pour d'autres. J'ai pris ce cas-là seulement pour qu'on puisse comprendre un peu les choses. Donc il était important de voir aussi, à côté des variétés qui ont une résistance naturelle, parce que la résistance dont j'ai parlé en disant que telle est résistante, c'est naturel. C'est les variétés longues dans leur gène. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a apporté ça. Mais comme des variétés, comment faire pour continuer de produire des variétés sensibles, même dans des zones où il y a quand même un certain niveau de salinité? Il faut trouver des alternatives aux producteurs. Et c'est pour cela que nous avons abordé un 3e volet qui est les méthodes d'adaptation à la salinité. Évidemment, ces méthodes-là sont de plusieurs ordres. Il y a les méthodes liées aux pratiques agricoles. On les a identifiées dans le rapport et nous avons fait un certain nombre de formations où nous avons transmis toutes ces méthodes aux producteurs. Il y a des méthodes, je vais dire, scientifiques, mais qui sont longues à finaliser parce que vous savez, il faut faire des travaux sur plusieurs années avant d'avoir la méthode fixe. Donc, comme cela se fait dans d'autres régions du monde, nous avons également fait dans le cadre de nos travaux avec le PADMA, nous avons exploré comment, grâce à des apports exogènes de certains composés qui sont connus pour être
très utile aux plantes en condition de salinité. Comment on peut utiliser cette pratique pour que les producteurs puissent, disons, limiter les dégâts de la salinité sur leur culture. Et ça, évidemment, on l'a fait pour toutes les spéculations également. Le rapport est déjà déposé. Ceci parce que, vous savez, enfin, je vais rentrer un peu dans la théorie scientifique de la salinité. Le problème principal de la salinité pour les plantes, il y a, disons, 3 problèmes. Lorsqu'il y a le sel dans l'eau ou dans le sol, parce que c'est la même chose pour la plante. La plante, ses racines sont dans le sol où il y a le sol et l'eau. Donc, que ce soit lié au sol, que ce soit lié à l'eau, pour la plante, c'est la même chose. Donc, le premier problème que ça pose, c'est que ça réduit la disponibilité de l'eau pour la plante. Comme si c'était la sécheresse. Le deuxième problème que ça pose, c'est que les ions qui sont dans le sel, surtout le Na+, le sodium, est toxique pour les plantes. C'est-à-dire ça peut conduire à tuer la plante. La troisième chose, c'est que la présence excessive du Na+, en particulier, va empêcher la plante d'absorber les autres éléments minéraux importants tels que le potassium, le calcium, qui sont beaucoup plus importants pour la plante que le sodium. Voilà les problèmes au plan scientifique, les problèmes que la salinité pose. Donc, comme on sait que l'excès de sel pose ces problèmes, notamment les deux qui sont liés, surtout celui qui est lié à la perturbation de l'alimentation du potassium, du calcium et d'autres éléments. Les stratégies qui ont été développées dans plusieurs régions du monde, c'est qu'on apporte du calcium ou du potassium supplémentaire à la plante pour lui permettre de lutter contre l'excès de sodium que le sol ou l'eau apporte. Donc, en résumé, voilà le travail que nous avons fait avec le PADMA et, disons, les volets que nous-mêmes on a essayé de développer pour mieux comprendre un peu les choses. Je commence par remercier le professeur pour la disponibilité donc, à nous accueillir. À travers la présentation aussi, on a compris qu'il y a tout un travail scientifique en tout cas, qui est fait dans le cadre de la collaboration avec le PADMA, qui a permis effectivement de bien caractériser, analyser donc, les sols et de faire des comparaisons. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est beaucoup plus comment donc, ce travail scientifique qui a été fait est valorisé par les organisations, les producteurs, les bénéficiaires donc, du projet sur le terrain, pour faire le lien avec l'objectif du projet qui vise donc, à améliorer, de contribuer à améliorer le revenu de ces bénéficiaires. Donc, si vous pouvez revenir un peu sur comment ces résultats de recherche sont valorisés par les acteurs et leurs organisations, et comment les choix donc, de spéculation ont permis donc, aux acteurs effectivement d'améliorer la production et au-delà du revenu. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est par rapport à la diffusion donc, scientifique de tout ce travail qui a été fait. Donc je voudrais savoir, est-ce que le PADMA a contribué quand même à appuyer la faculté à faire des diffusions dans le revue scientifique de tout ce travail qui a été fait? La première chose, c'est que dans la conception et la mise en œuvre des activités, disons, les aspects scientifiques, les bénéficiaires n'étaient pas directement impliqués. Évidemment, parce que c'était des travaux de terrain, nous on devait aller à des dates données, des missions, etc. etc. Mais c'était eux, nos référents sur le terrain. C'est-à-dire quand on va sur un site, c'est les responsables du site qui nous reçoivent. Donc c'est avec eux toutes les mesures qu'on a eu à faire pour les paramètres de salinité de l'eau, c'est devant eux qu'on le faisait. Et évidemment, eux, ils ne comprenaient pas grand-chose à ça, mais c'est lors des formations qui ont suivi
que non seulement on leur a fait le point des résultats qu'on a obtenus sur tous les sites, mais on est allé sur le terrain et eux-mêmes, ils ont eu à mesurer pour voir comment on détermine la salinité. Donc, tout ce que nous avons fait, on a eu des séances de restitution avec les producteurs pour tout ce que nous avons eu à faire. Donc ça, c'est la première réponse que je vais donner. La deuxième réponse que je vais donner, ça, nous-mêmes, on était préoccupés par cet aspect. Et nous n'avons pas anticipation réalisé un travail en milieu réel, puisque les travaux que nous avons faits, c'était en milieu contrôlé. Par exemple, pouvoir comparer plusieurs variétés, pour la santé, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas faire ça en plein champ. S'il pleut, tout est perdu. Donc c'est difficile de réaliser ça en plein champ. Donc c'est dans une serre qui doit être couverte pour que la pluie ne tombe pas dessus. Donc c'est dans des conditions contrôlées qu'on a fait les travaux. Mais nous avons insisté, parce qu'une fois que nous avons caractérisé, surtout au niveau des variétés, et que nous avons trouvé des variétés sensibles, des variétés résistantes, pour 3 spéculations, nous avons fait les travaux en milieu réel sous contrôle producteur. Parce que nous avons un site expérimental pour notre équipe qui est situé justement sur le site du PADMA qui a craqué. Et nous avons, après avoir fini notre travail scientifique, nous nous sommes dit, et c'est dans le cadre d'une formation, qu'il faut qu'on réalise ces travaux-là avec les producteurs pour qu'eux-mêmes, nous, on a amené, par exemple, on a fait des travaux sur 3 spéculations. Le Tchayo, le Crin-Crin et la Grande Morelle. Nous, après nos travaux, on a identifié les variétés résistantes et les variétés sensibles. Nous, on n'a rien dit aux producteurs. On a amené pour chaque spéculation, bon, je vous ai dit que le Tchayo, c'est une seule, donc il n'y a pas de comparaison. Mais pour le Crin-Crin et la Grande Morelle, on a amené en milieu réel et une variété sensible et une variété résistante. On a fait l'expérimentation avec les producteurs eux-mêmes, les producteurs du site de Craqué, le président et un autre. C'est-à-dire le président, je ne sais pas comment vous les appelez, hein, dans le cadre du PADMA, là, celui, le maraîcher relais, voilà, avec un autre maraîcher qui ont suivi l'expérimentation. Et ils ont appliqué l'itinéraire technique qu'ils appliquent dans leur champ. Nous, on a juste donné l'argent pour acheter NPK, compost, tout, même les traitements phytosanitaires. On a dit, ce que vous avez l'habitude de faire, vous faites ça. Mais la différence, c'est que nous, on a utilisé des eaux d'irrigation à des salinités différentes que nous avons préparées avec eux à partir de l'eau de mer. On a fait des dilutions jusqu'à avoir les niveaux de salinité que nous, on voulait avec notre appareil. Donc, ils ont contrôlé tout ça avec nous. Donc, nous, on prépare, mais c'est eux-mêmes qui arrosent. On leur a dit comment il faut arroser. Ils font ça pendant toute la durée du stress, de l'expérimentation. À la fin, on leur a dit de regarder et de nous dire comment ils apprécient quand on prend le moment où nous avons 2 variétés, comment eux-mêmes ils peuvent nous dire parmi ces 2 variétés-là. On a fait la même chose pour le Crin-Crin. Mais tout était net. Puisque nous, on avait déjà identifié les variétés, une résistante, une sensible. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être producteur pour savoir parce que les comportements étaient contrastés. La variété sensible, beaucoup de plantes sont mortes en présence du sel, les plantes ont brûlé, alors qu'au niveau de la variété résistante, même si il y a des plantes qui sont mortes, lorsque vous avez, disons, 80% des plantes mortes quelque part et 10%, ce n'est pas la même chose. Et c'est visible. C'est eux-mêmes qui ont constaté. Donc, nous avons pu faire ce travail avec eux en milieu réel, sous leur contrôle. Et on a eu la chance, on devrait visiter ces expérimentations-là lors d'une formation. Malheureusement, on a eu d'autres problèmes. Mais les producteurs qui sont sur le site de Craqué ont pu visualiser les choses. Évidemment, on en a fait des images qu'on a utilisées pour illustrer d'autres formations que nous avons eu à faire. Donc, voilà ce que je peux dire. Et par rapport à ça, ce que je vais ajouter, c'est que lors des formations, nous avons restitué tous les résultats de tout ce que nous avons eu à faire. Maintenant,
comment les producteurs peuvent utiliser ou utilisent déjà ce que nos résultats. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure, je n'ai pas dit pourquoi j'ai dit ça. Vous savez, le problème de la production, le premier problème du producteur n'est pas de savoir que la variété est résistante ou qu'elle est sensible à quelque chose. Est-ce que la variété satisfait ses besoins? Je ne suis pas agronome, mais j'ai travaillé sur les applications de la biologie à l'agronomie. Donc, je travaille depuis longtemps avec les producteurs, donc je connais maintenant tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, je n'ai pas été formé agronome. Mais en travaillant avec les producteurs, on connaît ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de votre variété, si elle est résistante, si elle n'est pas résistante. Est-ce qu'elle répond à ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle produit, il va avoir un bon rendement? Et surtout, est-ce qu'il va vendre, il va bien vendre? Donc, à partir de là, les variétés dont nous disposons, les producteurs ont déjà leurs préférences. Et ce n'est pas que nous, on va venir leur dire que c'est qui est résistant, qu'on va tout de suite leur faire changer leur habitude de production. Donc, il se fait que, par exemple, pour la tomate, notre variété Tumbi qui est très rustique, c'est vrai, les fruits ne sont pas gros, mais les gens apprécient ça. Et nous apprécions beaucoup ça. Les fruits sont petits, mais ça résiste, ça ne se gâte pas vite. Et dans nos habitudes, s'il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, c'est-à-dire la matière sèche est plus importante que les gros fruits, mais qui ont beaucoup d'eau. Donc, nous, nos habitudes alimentaires ici, c'est toujours la sauce. Quand c'est la sauce, notre Tumbi là, ça marche bien. Et c'est ça qui est la variété la plus résistante. Ça, c'est une coïncidence, mais une coïncidence vraiment heureuse. En même temps, la variété qui l'a su, qui est à Akikon, qui est une variété aussi appréciée, elle est sensible. Donc, vous voyez, donc on ne peut pas demander, parce qu'Akikon est sensible, vous n'allez pas dire que de ne pas cultiver Akikon. Puisque si vous leur dites de faire Torgal, par exemple, et que Torgal qui est résistante aussi, mais le marché n'est pas favorable à ça, il va continuer de faire son Akikon malgré sa sensibilité. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de leur trouver les méthodes pour continuer de produire leur Akikon sans avoir, au niveau réduction de rendement, une baisse trop grande. Et évidemment, les sensibiliser aussi aux variétés qui sont résistantes. C'est ça. Je vous ai parlé de Boma tout à l'heure. Le paiement, là, tout le monde recherche ça. Mais c'est le plus sensible. Pour leur faire changer d'avis, c'est que le consommateur d'abord qu'il faut aller voir. Vous voyez, si Dangbo est résistant et que les consommateurs n'apprécient pas Dangbo, si le producteur produit Dangbo, il ne va pas prendre. Donc vous voyez, c'est une approche qu'il faut voir de façon holistique, de façon globale. C'est pour ça, en même temps, qu'on doit leur dire telle variété résidente, en même temps, il faut leur dire, si vous voulez continuer de produire tel là, vous devez appliquer telle méthode. C'est ce que nous avons essayé de faire. C'est dans les formations. Et aujourd'hui, il y a une activité qui est en cours, qui répond aussi à une bonne partie des préoccupations. C'est que nous sommes en train de rédiger, donc dans le cadre de notre partenariat, des posters et des plaquettes sur l'ensemble de nos résultats. Tout ce que nous avons dit là, on veut mettre ça sous forme de plaquettes et sous forme de posters. C'est déjà en cours. Il reste la finalisation. Donc c'est de cette manière seulement que nous on peut, disons, mettre l'implication des producteurs à un niveau élevé. Maintenant, je ne sais pas ce qui est prévu dans l'affaire ou dans le post-projet. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des réflexions qu'il faut faire pour voir comment faire pour que des sites écoles, moi j'ai toujours, c'est ce que moi j'ai voulu faire à Craquer, on a eu un peu de difficultés. Il faut qu'il y ait des sites écoles pour que les producteurs puissent venir vivre la réalité de ces choses-là pour être convaincus que ça peut régler leurs problèmes. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà abordé la mi-parcours. Et pour le temps qu'il nous reste, nous avons 1 à 2 années d'activité. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours, en termes de perspective, nous engager sur ce chantier-là afin de pouvoir renforcer davantage la connaissance
nos bénéficiaires sur ces variétés qui sont non seulement résilientes à la salinité, mais en termes de valeur nutritionnelle, sont très conseillés. Ces travaux-là ne sont pas ceux qui prennent le plus de temps. Parce que c'est un travail de laboratoire. C'est-à-dire, on fait l'expérimentation, c'est sur une courte période, on récolte les fruits ou les feuilles et on fait les dosages, c'est tout. C'est parce que les travaux que nous avions eu à faire avant pour les travaux d'évaluation des variétés, si on a 6 ou 8 variétés à explorer, on doit les explorer en même temps pour faire la comparaison. On ne peut pas les décaler dans le temps. On va faire 3 et après faire 3. Donc vous imaginez qu'on doit faire 8 variétés en même temps. On va le faire dans un plein champ. Il nous faut une serre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais la tomate maintenant, je ne peux pas faire le piment en même temps. C'est le problème que nous avons eu. La tomate, on a travaillé sur 7 variétés. 7 variétés, toutes les 7 vont occuper la serre. On ne fera plus rien d'autre. Ça va prendre, disons, 2-3 mois environ. Vous voyez? Donc, et le matériel, c'est les mêmes bocaux, c'est les mêmes. Il faut finir l'autre, préparer les choses pour l'autre. Donc, c'est ça qui a fait que ça a duré. Donc, les travaux les plus longs et les plus compliqués, c'est ça qu'on a terminé. Ça là, si on arrive à le faire, ça va apporter une plus-value très importante pour travailler sur la salinité. Pourquoi? Parce que, vous savez ce que moi j'imagine, je vous ai dit ça. Ça me passionne un peu parce que moi, mon rêve, c'est qu'on puisse arriver, peut-être pas pour toutes les spéculations, mais pour certaines spéculations, disons, de grande valeur socio-économique, qu'on puisse réussir à démontrer, moi j'en suis convaincu, puisque maintenant, tout ce que nous avons fait jusque-là, les résultats sont allés dans le même sens. Parce que pour le baume, le piment et la tomate, on a déjà fait ça sur nos propres ressources. Et on a déjà les résultats qui sont publiés. La tomate est publiée, l'amarante est publiée, et nous venons de publier cette année pour la tomate. La salinité améliore leur qualité nutritionnelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce volet est un volet extrêmement... La plus-value que ça apporte au Padma est essentielle. Ça va être inédit. Parce que si nous allons faire le volet qualité nutritionnelle par rapport à la salinité, et que la tendance que nous soupçonnons là est maintenue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au moins pour ce qui concerne la qualité nutritionnelle, les produits maraîchers provenant des zones où il y a problème de salinité sont de meilleure qualité nutritionnelle que les produits venant des zones où il n'y a pas de salinité. Et ça, j'en suis convaincu parce que pour les 3 premières spéculations, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour utiliser les termes clairs, nous travaillons étroitement avec le Padma, avec l'IRAB. Parce que justement, ce partenariat avec l'IRAB, pour notre équipe, existait avant l'arrivée du Padma. Donc on n'a fait que poursuivre. Et comme l'IRAB aussi était déjà partenaire, donc ça, les choses sont allées très très vite. Et le R5 sait que nous ne faisons rien sans l'IRAB, même nos propres activités. Nous invitons toujours un chercheur du Padma à y participer. Et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Maintenant, pour WorldVeg. WorldVeg est aussi un partenaire de notre équipe en dehors du Padma. On travaille aussi avec WorldVeg. Et je peux vous dire que dans le cadre de nos travaux, pour certaines spéculations pour lesquelles nous n'avons pas assez de variétés, nous avons pris contact avec WorldVeg qui nous a proposé des variétés que nous avons prises en compte dans nos travaux de Padma. Donc, c'est pour vous dire que nous avons travaillé également avec WorldVeg, surtout dans le volet de choix des variétés sur lesquelles nous avons travaillé. Aujourd'hui, les producteurs maraîchers, en tout cas qui sont engagés dans le Padma, connaissent le problème de la salinité et savent que la salinité est l'un des problèmes majeurs de leur activité. Et moi, je continue de le dire que si on ne prend pas des dispositions, le problème de la salinité risque d'être le frein de l'expansion et du développement du maraîchage au Bénin. Je crois que c'est une question essentielle. Et les producteurs le savent aujourd'hui parce que nous avons d'autres canaux où on discute avec des responsables
maraîchers qui ne sont même pas engagés dans le PADMA. Mais ils savent que c'est leur problème principal. Donc, ça, c'est bien apprécié. Et la contribution du PADMA à l'évolution des questions scientifiques. Parce que c'est vrai qu'au niveau du PADMA, de notre partenariat, on utilise la science pour régler des problèmes de développement. Mais nous, on va un peu plus loin au plan scientifique que les données dont le PADMA a besoin chez nous. Parce que des résultats que nous on a avec le PADMA, il y a d'autres aspects que nous on aborde, mais qui ne rentrent pas dans le cadre du PADMA, qui nous ont permis de faire des avancées scientifiques extrêmement importantes sur les questions qui sont abordées. Parce que vous savez, le maraîchage, ce n'est pas le secteur le plus prisé par les chercheurs dans le monde. Hein. Les grandes cultures, c'est ça que le coton, le maïs, hein, la patate, les racines et tubercules, c'est ça qui préoccupe beaucoup les chercheurs. Et grâce au PADMA, nous avons donné une envergure plus grande à ces travaux au Bénin et dans la sous-région parce que grâce au financement du PADMA et grâce, disons, au développement scientifique que nous avons eu à faire avec les résultats que nous avons obtenus, beaucoup de régions du monde savent qu'il y a une équipe ici qui travaille sur ces questions-là et c'est quelque chose de très très important. Peut-être je vais profiter pour ouvrir une parenthèse. À partir des travaux que nous avons commencé à faire, nous avons développé un partenariat aussi avec l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique où, disons, j'ai un étudiant belge qui a commencé par travailler sur certains aspects de nos résultats préliminaires sur les questions liées à la qualité nutritionnelle, parce que c'était tellement extraordinaire qu'ils sont allés plus loin avec une publication que j'ai à ma disposition, où franchement les perspectives sont extrêmement bonnes par rapport à ce que nous avons commencé. Et malgré les difficultés, on est satisfait du travail qu'on a eu à faire avec le PADMA. Et nous souhaiterions, comme je l'ai déjà dit, que certains aspects spécifiques puissent être abordés dans le temps qui reste pour permettre vraiment des avancées majeures sur ces questions-là.